Coucou, donc me revoilà pour un autre sujet qui revient souvent sur le tapis, qui est les adoptions, donc des refuges, des sanctuaires, etc. Donc très régulièrement on nous dit «Ah mais on ne voit pas d'animaux à l'adoption sur votre site». Alors bon, déjà nous concernant on n'a pas de site puisqu'on n'a pas les moyens, mais oui, les animaux ne sont pas à l'adoption et je vais expliquer pourquoi. Enfin, je vais essayer parce que c'est un sujet assez complexe à traiter parce qu'il y a plusieurs formes d'adoption, il y a plusieurs formes de refuge et il y a aussi des évidences que certains semblent ne pas vouloir admettre. Donc aujourd'hui déjà, avant de commencer à dire quoi que ce soit, il faut rappeler qu'en France, il y a 100 000 chiens et chats chaque année qui sont euthanasiés dans les fourrières et dans certains refuges, qui pratiquent donc l'euthanasie qu'on appelle de convenance pour tuer des animaux parce qu'on n'a plus de place et que les vieux chiens, les chats noirs, les chats tigrés, etc., on n'en veut plus. Donc s'il y a 100 000 déjà animaux euthanasiés dans les fourrières et certains refuges, il faudrait peut-être commencer par placer ceux-là avant d'aller extraire des animaux de sanctuaires ou de refuges où ils vivent depuis de longues années. Déjà, je pense qu'il faudrait commencer par là, sauver la vie de ceux qui sont menacés de mort plutôt que d'aller essayer de faire des catalogues dans des assos qui essaient de faire de leur mieux. Si on prend donc ces chiffres, il faut ramener ça aussi à la réalité du fait que sur 100 habitants, par exemple, il va y avoir ceux qui maltraitent les animaux, ceux qui n'aiment pas les animaux, ceux qui sont indifférents à leur sort, ceux qui achèteront en élevage, ceux qui les aiment mais qui ne peuvent pas accueillir faute de place ou de moyens financiers, de temps, etc. Ceux qui les aiment mais qui ne sont pas capables de les accueillir ou qui n'ont pas la possibilité de s'en occuper correctement. Et enfin, la dernière catégorie, ceux qui les aiment sont capables de les accueillir et veulent les accueillir. Parce qu'il y a aussi une question de volonté de vouloir adopter. On ne va pas forcer des gens à adopter. Donc en fait, sur 100 personnes, il n'y a que cette dernière catégorie qui nous intéresse. Et si on place des animaux à une autre de ces catégories, on n'est plus dans la protection animale, on fait du commerce. Et donc normalement les associations sérieuses ne sont pas là pour faire du commerce, mais pour rendre des animaux heureux. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Et puis après, il y a autre chose, c'est que les personnes qui ont déjà, qui nous intéressent, c'est-à-dire qui aiment les animaux et veulent les accueillir, en général, ils en ont déjà adopté. Et il faut savoir quand même qu'un adoptant, il s'engage sur 15 ans, par exemple, pour un chat. Donc l'année suivante, même s'il en adopte un, l'année d'après, il ne va pas en adopter un, il ne va pas adopter un chat tous les ans. Et par contre, chaque année, il continue à y avoir au moins 100 000 euthanasies dans les refuges et dans les fourrières. Donc on a un problème mathématique, puisqu'en fait, il y a plus d'animaux à placer que d'adoptants sérieux. Je dis bien sérieux. Peut-être qu'en prenant tous les adoptants, il y aurait assez. Encore, c'est même pas sûr. Si on mettait 5 chats chez tous les cassos qui se proposent à l'adoption, je suis même pas sûre qu'il y aurait assez de place, même en n'étant pas regardant sur les conditions. Donc si on veut bien placer les animaux, déjà la première chose c'est qu'il faut obtenir la gelée des élevages pendant au moins 10 ans, puisque pendant que les élevages font naître des chiens et des chats de race, les refuges eux croulent sous... donc ça on le sait, on le répète, on le dit, mais c'est tout. Enfin, ça ne change rien sur le terrain tant que c'est pas gelé au niveau des faits et donc au niveau de la loi. Et puis évidemment, il faudrait que la stérilisation soit obligatoire puisque il y a encore aujourd'hui, chaque année, des gens qui nous appellent, vous pouvez prendre 4 chatons, vous pouvez prendre 6 chatons, vous pouvez... Eh ben non, on peut pas. Donc me concernant, là ces jours-ci, j'ai encore reçu des nombreuses demandes, mais je ne peux pas je peux pas y répondre puisqu'on n'a pas de la place de façon extensible et qu'on m'a longuement reproché, souvent reproché de prendre des animaux sans en avoir les moyens, et maintenant je ne les prends plus et je laisse donc faire ceux qui prétendent tout savoir. On va voir comment ils se débrouillent. Voilà, donc après ça, il y a eu des centaines de pétitions aussi. J'y suis revenue dans l'autre vidéo pour la stérilisation obligatoire, etc. On voit ce que les pétitions ont donné, puisque la stérilisation n'est toujours pas obligatoire. Donc ça, c'est pareil, on peut continuer à signer des pétitions, mais pour les animaux, ça ne change rien.
Voilà, et donc pendant qu'on signe des pétitions inutiles, pendant qu'on s'évertue à essayer de placer des animaux, ce qui représente un travail titanesque, hein, je le rappelle, si on veut faire les choses bien, il faut voilà, faire des contrats, faire des prévisites, rencontrer les gens, voilà, voir si l'animal correspond à leur situation aussi, puisque voilà. Et d'ailleurs, moi pour ma part, je ne pense pas que ce soit l'animal qui doit correspondre à l'adoptant, mais l'adoptant qui doit s'adopter à l'animal. Déjà, c'est complètement différent et c'est pas comme ça que les 90% des associations fonctionnent. Et pourtant, je pense qu'on doit bien ça aux animaux. Donc déjà, si on ne règle pas les deux problèmes que sont les élevages et la stérilisation obligatoire, qui sont les deux conditions sine qua non hein, pour qu'on puisse y arriver, c'est même pas la peine d'essayer de continuer à placer si ces deux points-là sont pas résolus. Donc les refuges aujourd'hui sont submergés par le nombre d'animaux à prendre. Et donc on s'épuise à faire tout ce travail, à gérer les animaux, parce que je crois que ça, à part quand on a un refuge, je crois qu'on ne se rend pas bien compte du travail que c'est de gérer autant d'animaux au quotidien. Et donc si on veut faire des adoptions, il faut prendre le temps de bien les faire. Et pour bien les faire, il faut l'avoir ce temps. Et donc quand on a un refuge, déjà c'est très compliqué d'avoir le temps de faire tout ce qu'il faut pour les animaux, donc encore moins pour aller voilà, faire des prévisites, etc. Surtout dans ces conditions-là. Voilà, donc moi me concernant, j'ai malheureusement fait le triste constat que 90% des adoptants et des familles d'accueil n'étaient pas sérieux, voire même carrément dangereux pour certains. Et pourtant, on m'a reproché aussi mes conditions d'adoption qui sont drastiques. Mais même avec ces conditions d'adoption drastiques, et voilà, les gens ne sont pas raisonnables et même quand on se dit bah oui cette personne a l'air bien, etc. Et parfois ça se passe pas comme il faut. Alors humainement c'est pas très grave, mais par contre pour l'animal, quand c'est des conséquences que l'animal subit, là c'est beaucoup plus grave. Donc si on prend l'exemple de la SPA par exemple, aujourd'hui il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'à la SPA vous pouvez aller aujourd'hui, vous faites un chèque de 150 €, vous repartez avec un animal sans que en fait on sache si vous allez lui mettre un coup de fusil une heure après ou pas, du moment que vous avez fait un chèque. Donc ça c'est le fonctionnement de 90% des associations qui placent des animaux aujourd'hui. À savoir qu'en plus la SPA, pour une bonne partie d'entre elles, ne font pas de prévisite. C'est-à-dire que vous repartez avec l'animal et éventuellement il y aura une post-visite peut-être, et encore je connais des adoptants qui ont adopté à la SPA et qui n'ont toujours pas eu de post-visite. Donc on ne sait pas si l'animal est toujours vivant, mais on va pas voir, c'est pas grave. Voilà, donc placé dans ces conditions-là, moi c'est hors de question, et je dis bien hors de question, parce que, et ça n'a jamais été le cas, donc il y a toujours eu des contrats, des pré-visites et des post-visites, et malgré ça, il arrive qu'il y ait des animaux qu'on reprenne, puisque les gens ont déménagé, les gens ont changé d'avis, l'enfant est devenu allergique, le chien a grogné. Donc oui, je tiens à préciser qu'un chien, quand on lui tire la queue, quand on lui tire les oreilles, quand l'enfant lui monte dessus, oui, un chien, ça grogne. Donc déjà, à ce stade-là, on a un problème, c'est avec la conception de l'adoption par les adoptants eux-mêmes, mais aussi par les associations. Parce que si il y a certaines associations qui me reprochent, par exemple, de demander un casier judiciaire, moi je veux bien, je demande un extrait de casier judiciaire aux adoptants. Donc on peut me le reprocher, mais alors comment on fait pour savoir si l'adoptant en question a été condamné devant un tribunal pour des actes de torture et de barbarie sur un animal? Comment on fait pour le savoir, puisque c'est pas écrit sur la tête des gens? Donc si on ne le demande pas, d'office, on rentre déjà dans le risque de confier un animal à quelqu'un qui a été condamné à une interdiction de détenir un animal. Donc on met nous-mêmes, association de protection animale, un animal dans une situation où il est potentiellement en danger de mort, voire très en danger de mort. Donc ça, c'est pas acceptable. Et donc si on veut éviter ça, il faut absolument demander cet extrait de casier judiciaire. Donc effectivement, les adoptants sont pas tenus légalement de le donner. Mais moi, je suis pas tenue de confier un animal à quelqu'un qui refuse de le donner. Donc je ne le confie pas dans ces cas-là. Et d'ailleurs, c'est très rarement arrivé que des gens refusent de le donner. C'est arrivé une seule fois avec une famille d'accueil qui a décidé d'adopter 3 petites chiennes.
et qui n'étaient pas d'accord pour payer des frais d'adoption, qui n'étaient pas d'accord pour donner ce casier judiciaire, pas d'accord avec certains termes du contrat, etc., etc. Et ça finit au tribunal, voilà, pour 3 petites chiennes qu'on a essayé de sauver de l'euthanasie, enfin qui ont été sauvées de l'euthanasie, qu'on m'a joyeusement collé d'ailleurs, puisqu'à ce moment-là, là j'étais agréable et donc tant que je prenais des animaux, j'étais agréable. Mais voilà, ces adoptants-là qui, toutes choses par ailleurs, sont... J'ai aucun doute sur la façon dont ils traitent les chiennes, mais par contre, bah voilà, on veut faire des économies, on veut pas payer de stérilisation, on veut pas payer de frais d'adoption, etc. Voilà. Donc ça marche un temps. On peut placer sans prendre de frais d'adoption, mais ça peut pas marcher éternellement. Ça va de soi. Mais apparemment pas assez, puisque bah, on vient aussi me reprocher ça. Donc on me sort souvent la phrase, oui, mais il faut placer, enfin on me l'a sorti régulièrement pendant notamment les 3 dernières années, il faut placer pour faire de la place pour prendre d'autres animaux. Alors là, je vais être claire sur ce point-là, je ne suis pas là pour faire de la place, je suis là pour sauver des animaux d'endroits où ils sont maltraités, battus, affamés, enfermés, etc. Mais je ne suis pas là pour faire de la place, pour remplir un catalogue d'animaux à placer et faire du commerce d'animaux. Moi, je ne suis pas là pour ça. Après, chaque association fait malheureusement ce qu'elle veut, d'ailleurs, puisqu'il n'y a aucune réglementation sur les placements, sur les adoptions, etc. Mais moi, je ne participerai pas à ça, ça c'est clair et net. Donc, et je crois, encore le droit de savoir quelle orientation je veux que l'association que j'ai créée prenne. Et à savoir, j'ai certainement pas envie que ça devienne une boîte Afrique comme l'est devenue la SPA. Voilà, donc pour moi, quand on place un animal, on est responsable de son destin. Et on doit, quand vous voulez adopter un enfant, il y a des conditions drastiques pour adopter un enfant, et heureusement d'ailleurs. Malgré ça, il y a des catastrophes qui se produisent, mais il y a des conditions drastiques déjà au départ. Donc si les associations elles-mêmes considèrent que oh non, c'est trop contraignant de faire ceci, de faire cela, ça veut dire qu'elles-mêmes n'ont pas conscience de l'importance que représente l'adoption d'un animal. Et donc comment aller reprocher ensuite aux adoptants de ne pas avoir conscience de l'importance que représente l'adoption d'un animal si les associations elles-mêmes ne voient pas ça comme l'adoption d'un enfant ou d'un enfant humain, si elles-mêmes ne font pas cette démarche. Comment on va reprocher ensuite aux adoptants de ne pas avoir la bonne vision de l'adoption? C'est compliqué quand même, parce qu'il faut déjà donner soi-même l'exemple de ce qu'on veut faire quand on fait une adoption. Voilà, et donc le résultat, c'est que y a beaucoup d'associations qui effectivement placent pour faire de la place, pour sortir d'autres animaux. Et qu'est-ce qui se passe? Sur 100 adoptions, il y a X animaux qui vont revenir. Alors l'un parce qu'il a fait pipi, l'autre parce que l'enfant est allergique, voilà. Et surtout, qu'est-ce qui se passe pour l'animal? Parce que bon, admettons, l'association reprend l'animal. Bon, entre-temps, elle est censée en avoir sorti d'autres de fourrière, etc. Donc je ne sais pas où elle les met, mais admettons. Elle reprend l'animal. Qu'est-ce qui se passe pour l'animal? Et ça, on le voit très, très, très régulièrement. Il a de nouveau un traumatisme. Alors pour un chien c'est plus... Ça s'adapte peut-être plus facilement à des changements de famille, etc. Quoique, parce qu'on voit des chiens qui finissent par devenir agressifs à force de changer de famille et de perdre leurs repères. Mais pour un chat, c'est carrément un traumatisme psychologique, puisqu'un chat est plus attaché à son territoire qu'à la personne avec qui il vit. Donc à chaque changement de territoire, c'est un traumatisme pour lui. Et après, on ne comprend pas pourquoi il y a des chats qui font du marquage urinaire, qui pètent un plomb, qui griffent, etc. C'est exactement à 90% à cause de ça, c'est à cause du changement d'environnement. Donc quand on prend le risque de placer comme ça au-dessus de l'épaule en se disant voilà, je fais vaguement un contrat d'adoption, je ferai une prévisite quand j'aurai le temps, on s'expose à ce que l'animal revienne dans le meilleur des cas, et donc qu'il ait un traumatisme. Et les cas suivants sont encore plus graves, puisque il y a bon nombre d'associations dont on retrouve les animaux à placer, donc des associations qui se vantent de placer 300 animaux par an, par exemple. Alors très bien, on fait du chiffre, et on retrouve des animaux qu'elles ont placés à l'adoption sur le Bon Coin,
par les adoptants eux-mêmes en fait, puisque les adoptants, une fois qu'ils ont eu les papiers de l'animal, donc dans 95% des cas, ils les ont dans la semaine qui suit l'adoption, puisque c'est la loi, on doit faire les papiers normalement 7 jours après l'adoption. Donc il est propriétaire de l'animal. Et une fois qu'il est propriétaire, il en fait ce qu'il en veut. Et donc quand il en a plus besoin, envie, ou voilà, il le fout sur le bon coin à donner. Et l'association n'aura dans 95% des cas, même pas connaissance de ça, et puis le jour où elle en aura connaissance, il sera trop tard puisque l'animal aura été placé 4-5 fois, etc. Voilà, et que de toute façon, l'animal ne sera plus à son nom. Donc, dans le contrat d'adoption que je prévoyais jusqu'ici, l'animal était mis au nom de l'adoptant qu'au bout d'un an. Et si toutefois je dois faire à l'avenir des adoptions, parce qu'il n'y aura pas 0 adoption non plus, je l'expliquerai après, dorénavant l'animal restera à vie au nom de l'association, ce qui évitera qu'un adoptant puisse aller le faire euthanasier sans même qu'on en ait connaissance, puisque même avec ces papiers que je fournissais qu'au bout d'un an après une période d'essai, donc avec un contrat de préadoption, donc je fais les papiers au nom de l'adoptant. Et qu'est-ce qui se passe si au bout de 2 ans, par exemple, une fois que l'animal est au nom de l'adoptant va chez son vétérinaire et décide quand l'animal a 5 ans qu'il en a marre et qu'il veut le faire euthanasier. Il y a beaucoup de vétérinaires qui vont refuser, mais il y en a qui vont accepter pour le pognon. Et donc il va pouvoir faire euthanasier l'animal. Et si je lui demande des nouvelles de l'animal ensuite, il me dira qu'il a disparu, qu'il est mort, voilà, ou même qu'il l'a fait euthanasier puisqu'il en avait parfaitement le droit. Donc moi, j'aurais placé un animal et par ma faute, il aura été euthanasié ou il se sera fait écraser sur une route, ou voilà. Ça, c'est ma responsabilité. Enfin, en tout cas, moi, je me sens responsable du destin de l'animal que je vais placer. Et donc, à ce titre, je ne prends pas les choses à la légère comme le font certains, justement pour faire du chiffre. Donc, si on veut faire du chiffre, il faut être moins regardant sur les conditions d'adoption. Et moi, c'est hors de question que je sois moins regardante vu les conséquences et surtout vu le fait qu'elle soit subie pas par moi, puisque là, ça serait pas grave, mais par l'animal lui-même. Donc si je ne suis pas en mesure de placer un nombre d'animaux conséquent parce que j'ai pas le temps de faire les choses correctement, et je préfère en placer moins et mieux que de faire du chiffre pour faire comme tout le monde en fait, puisque c'est ça la question. Voilà, donc moi j'ai pas envie de faire les choses de cette manière, et je veux pas être responsable de placement de cette sorte-là. Ça m'intéresse pas du tout, et je trouve ça même abject de la part d'associations qui se réclament de la protection animale. Voilà. Ensuite, concernant donc les conditions d'adoption que je proposais jusqu'ici. Donc je demandais un chèque de caution de 500 € pour que l'animal soit, qu'on ait la garantie que l'animal soit stérilisé, puisque il y a des associations qui demandent par exemple un chèque de caution de 100 €. Le problème, c'est que la stérilisation coûte 150 € en moyenne. Donc l'adoptant a plus intérêt à ne pas le faire stériliser qu'à le faire stériliser, même si vous encaissez son chèque d'adoption, puisque ça lui coûtera moins cher en fait de ne pas le faire stériliser que de le faire stériliser. Donc je demandais 500 € pour que ça soit quand même assez... Voilà, j'ai jamais eu besoin d'encaisser ce chèque. Les animaux qu'on a placés ont toujours été stérilisés, et on demande ensuite la fourniture d'un certificat de stérilisation. Et on rend le chèque. Donc jusqu'ici, j'ai pas eu ce problème. On demande donc un justificatif de domicile, ce qui me paraît normal, puis pour savoir, pour être sûr de l'adresse que nous donne l'adoptant et où on fait la prévisite. On demande une copie de la carte d'identité, ça me paraît évident aussi. Bon, ça, il y a quand même pas mal d'associations qui le font. Et on fait signer un contrat de préadoption, donc où l'animal jusqu'ici restait au nom de l'association pendant 1 an. Alors ça, c'était vraiment pour protéger tout le monde, c'est-à-dire pour protéger l'association de façon à pouvoir récupérer l'animal plus facilement en cas de soucis. C'était pour protéger aussi l'animal, puisque si on s'aperçoit qu'il est maltraité, il faut quand même qu'on puisse le récupérer, ça me paraît quand même évident. Et c'était pour protéger aussi l'adoptant lui-même, puisqu'on n'est pas à l'abri que ça se passe mal avec un autre animal de la famille, donc ça lui permet de rendre l'animal sans payer des frais d'abandon, puisque c'est le cas à la SPA. Si vous adoptez un animal et que vous venez le ramener, vous payerez 150 € de frais d'adoption. Donc double gain,
si j'ose dire. Voilà, et ensuite on demandait donc cet extrait de casier judiciaire. Comme je l'ai dit, 99% des adoptants l'ont donné sans faire de soucis et n'y voyaient pas d'inconvénient. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça poserait d'inconvénient, enfin de problème, puisque quand vous devenez enquêteur pour une association, on vous demande cet extrait de casier judiciaire, ce qui me paraît normal. Et donc je ne vois pas pourquoi on ne le demanderait pas à un adoptant, puisqu'il est censé adopter un animal et donc l'avoir à son domicile. Il faut quand même qu'on puisse savoir s'il n'est pas dangereux pour les animaux. Ça devrait même d'ailleurs rassurer les adoptants sur le sérieux d'une association, qu'on demande cet extrait de casier judiciaire ou non, pour être sûr que on ne confie pas des animaux à des gens qui ont été condamnés. Donc non seulement pour des cas de maltraitance animale, mais je le dis clairement, des gens qui auraient été condamnés pour viol, pour pédophilie ou ce genre de choses, évidemment que je ne vais pas lui confier un animal. Ça n'a rien à voir avec les animaux eux-mêmes, mais il y a quand même un état d'esprit à respecter quand on veut adopter un animal, et là ça fait clairement pas partie des choses qu'on peut accepter. Voilà. Et donc pour exemple, je voulais parler du cas de Caramel, donc le chat qui a été brûlé à l'acide par une ordure à Angers. Il a été condamné à, je crois, à peine 300 € de dommages et intérêts pour payer les frais vétérinaires, et il n'a pas eu d'interdiction définitive d'avoir un animal chez lui. Il a d'ailleurs un chien et un chat aujourd'hui, après avoir cramé un chat à l'acide et l'avoir laissé crever pendant 4 jours dans une cage. Donc aujourd'hui, si lui va à la SPA, il paye 150 €, il repart avec un animal. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Donc si personne ne lui demande cet extrait de casier judiciaire, on ne le sait pas, puisque c'est pas marqué sur sa tête forcément. Et donc ça c'est pour ceux qui ont été condamnés. Il y en a d'autres qui ont maltraité des animaux, n'ont jamais été condamnés, et ceux-là, malheureusement on ne peut pas le savoir. Donc si en plus on réduit le nombre de conditions qui permettent de sécuriser les choses, là c'est encore pire, puisque ça devient carrément une loterie en fait. Donc voilà pourquoi je demandais cet extrait de casier judiciaire, et que je continuerai à le demander. Voilà, quoi qu'il arrive, donc j'ai parfaitement le droit de le demander, et les adoptants ont le droit de refuser de le donner, mais dans ce cas je ne placerai pas, et ça c'est sûr et certain. Voilà, donc après il n'y a aucune manière d'être sûr à 100% de placer un animal correctement, ça je le reconnais, et moi la première je l'ai constaté malheureusement. On ne peut pas être sûr à 100%, mais il faut vraiment minimiser les risques et essayer de faire tout ce qui est possible pour que quand on place un animal, on ne mette pas sa vie en danger déjà, et puis qu'on ne le rende pas plus malheureux que ce qu'il aurait été dans le refuge où il était. Donc un adoptant qui ne va pas comprendre qu'on lui demande son casier judiciaire, un adoptant qui ne va pas comprendre qu'on lui demande la signature d'un contrat, un justificatif de domicile, etc. Pour moi, il n'a absolument pas la mesure de l'importance que représente une adoption, et donc s'il n'a pas cette mesure-là, il n'est pas en mesure d'accueillir un animal, et donc je ne vais pas lui confier d'animal, c'est aussi simple que ça. Après, on peut parler de la loi par rapport aux adoptions. Donc il n'y a aucune loi qui régit les adoptions, à part le fait qu'un animal doit être identifié, donc depuis le 1er janvier 2012, je crois. Quand on fait adopter ou qu'on vend un animal, il doit être identifié. Ça, c'est la seule obligation légale qu'il y a. Et d'ailleurs, il n'y a aucune obligation légale ou morale à faire des adoptions, ça je le rappelle aussi, parce qu'on reproche ça comme si c'était obligatoire, mais il n'y a aucune obligation à faire adopter. Voilà. Donc quand on a dit tout ça, donc il faut quand même aussi constater que les associations, on est quand même là pour sortir des animaux de cas de torture, de maltraitance. Donc si c'est pour les remettre en danger potentiel ensuite, j'aimerais savoir vraiment à quoi ça sert en fait, à quoi on sert, si c'est pour les remettre dans une situation qui peut parfois être pire que celle d'où on les a sortis. Je vois pas, et en tout cas moi j'ai pas envie de porter cette responsabilité-là. Et je pense aussi qu'un animal qui a connu des traumatismes, il doit avoir le droit de plus jamais en connaître, et donc on ne peut pas jouer à la loterie avec leur vie. Ensuite, sur le point du contrat d'adoption, il est évidemment indispensable, et il semble quand même s'être démocratisé au sein des associations, bien qu'il ne soit pas obligatoire. Mais après, il faut encore voir son contenu et la façon dont il est mis en place, puisqu'il n'y a aucune règle légale qui régit ce contrat. Donc, en tout cas, moi j'ai constaté qu'il n'est pas respecté dans 95% des cas, ne serait-ce que pour le fait de donner des nouvelles tous les 3 mois d'un animal. Donc je pense pas que ça soit vraiment drastique de demander
conseillerais à un adoptant de donner des nouvelles de l'animal une fois par trimestre, par mail par exemple, ou même sans passer de coup de téléphone, simplement envoyer un mail avec des photos. Et ça, alors certainement, beaucoup de gens n'y pensent pas, mais il y en a qui n'ont absolument pas conscience du fait qu'ils soient engagés dans un contrat et que si on prend donc cette règle à la légère, c'est qu'on prend le contrat à la légère et c'est qu'on prend donc l'adoption de l'animal à la légère. Et moi, je veux plus avoir affaire à ce genre de personnes en fait. Voilà. Donc c'est aussi une des raisons qui fait que je ne souhaite plus faire adopter, ou en tout cas pas pour les raisons qu'on vient d'évoquer, pas dans ces conditions-là. Voilà, donc parce que j'ai pas envie non plus de me battre avec chaque adoptant, de devoir rappeler tout le monde, exiger des photos, exiger qu'on m'envoie les papiers, etc. Voilà, il y a des conditions. Quand vous signez un contrat, si vous le respectez pas, en général, il y a des sanctions. Donc là, s'il faut que j'aille au tribunal avec tous les adoptants pour faire respecter le contrat, je vais passer plus de temps au tribunal qu'à soigner les animaux, et vraiment, ça m'intéresse pas. Comme de changer les contrats, de faire des paperasses, etc. C'est pas pour ça que j'ai fait une association. Donc les paperasses, c'est déjà assez lourd comme ça, pour en rajouter encore quoi. Voilà. Donc ensuite les prévisites et les post-visites, elles devraient aussi être obligatoires par la loi. Elles ne le sont pas, puisque même chose, il n'y a pas de conditions d'adoption clairement définies par le législateur. Donc les prévisites et les post-visites ne sont pas obligatoires. Et donc les associations le font si elles veulent, si elles peuvent, etc. Et c'est voilà, une fois de plus, si tout se passe bien pour l'animal, tant mieux, mais si ça se passe pas bien et qu'il n'y a pas eu de post-visite, ou voilà, que devient l'animal, voilà, je vous laisse l'imaginer. Si voilà, ça peut vite être une catastrophe, et j'ai pas non plus envie de participer à ça parce que j'ai pas eu le temps de faire la prévisite, parce qu'il faut que je passe plus de temps à faire des prévisites au détriment des animaux qui sont ici, du ménage, des soins, etc. Donc non, c'est juste pas possible. Voilà, ensuite concernant les frais d'adoption, donc on m'a souvent reproché de ne pas assez placer pour rentrer de l'argent, c'était les termes utilisés, ou pour de ne pas faire payer de frais d'adoption dans certains cas. Alors il y a deux choses à soulever. La première, c'est que un adoptant aimant qui n'a pas forcément 200 euros ou 150 euros de frais d'adoption à dépenser sur le coup, ça n'en fait pas moins une personne qui va être bien pour adopter un animal. Donc s'il n'a pas les moyens aujourd'hui de payer ses frais d'adoption, alors il faudrait lui refuser l'adoption parce qu'il n'a pas 200 euros aujourd'hui. Moi personnellement, je trouve ça dommage, puisqu'il y a des adoptants à qui on a placé des animaux qui n'avaient pas forcément les moyens tout de suite de payer ces 200 euros là, mais qui étaient des familles parfaites pour des animaux qu'on n'arrivait pas à placer depuis des années. Donc du coup, je trouve ça vraiment dommage pour le cas de ne pas faire adopter à cause de ce critère. Mais on me l'a quand même reproché, puisque les adoptions sont considérées comme une source de revenus par certaines associations. Donc je voudrais pas dire, mais à partir du moment où il faut placer avec des frais d'adoption pour faire de la place, ça ressemble quand même un petit peu à du commerce d'animaux, et donc à les exploiter. Alors je rappelle quand même qu'on est des associations à but non lucratif déjà, pour commencer, et donc on est là pour sauver des animaux, les mettre en sécurité et les rendre le plus heureux possible, qu'ils soient soignés, nourris, et pas pour faire du chiffre, hein. Donc déjà sur ce point-là, c'est bien de dire j'en ai placé 300 dans l'année, mais si c'est pour faire du grand n'importe quoi, pour le coup, voilà, on parle plus de protection animale là, hein, quand même. Voilà, et donc pour moi, à partir d'aujourd'hui, je considère qu'une adoption, elle doit avoir lieu uniquement quand c'est dans l'intérêt de l'animal. Donc par exemple, un chat qui supporte mal la promiscuité des autres chats, qui se sent mal au sein d'un refuge parce qu'il y a trop d'animaux, là oui, c'est dans son intérêt de le placer, parce que ça va avoir une incidence psychologique et même parfois physiologique sur son comportement, d'être au milieu de trop d'animaux s'il n'est pas sociable, etc. Ça arrive rarement pour les chats, mais ça arrive. Et j'en ai placé une notamment qui était dans ce cas-là, dont j'ai plus de nouvelles évidemment, pour un conflit humain. Mais voilà, je pense pouvoir dire que j'ai pas de doute, enfin j'espère pouvoir ne pas avoir de doute sur cette adoption. Donc dans ce cas-là, oui, là l'adoption est réussie et justifiée, puisque c'est dans son intérêt. Après, il y a un autre cas, c'est un animal dont l'état de santé nécessiterait qu'il soit adopté. Donc un animal qui doit être isolé, par exemple, si on n'a pas de quoi
l'isoler, attendez, j'attends que les oui-oui aient fini leur discours. Donc si un animal doit être isolé pour une pathologie, donc si par exemple il est FELV et qu'on n'a pas la possibilité de le séparer des autres, et qu'une famille se propose en étant d'accord pour être un adoptant pour un chat FELV, donc déjà je vous le dis, ça n'arrivera pas, hein, parce que personne n'a envie d'adopter un chat FELV à part quelques rares passionnés, et croyez-moi ils sont beaucoup moins nombreux que les chats FELV, ça c'est clair. Mais voilà, pour des cas, des animaux qui nécessiteraient des soins au quotidien, effectivement c'est dans leur intérêt, puisqu'une association qui aurait 500 ou 1000 chats à gérer ne peut pas apporter les mêmes soins, ça c'est un fait aussi, qu'un particulier qui a que un ou deux ou trois chats, ça c'est sûr. Donc dans ce cas-là aussi. Ensuite, il y a des animaux, par exemple les moutons, les chèvres, les équidés, qui sont des animaux grégaires et qui donc supportent mal d'être seuls. Donc si une association sauve par exemple un mouton et qu'au sein de son association elle n'a pas d'autres moutons, là oui le placement est justifié, puisque si elle peut le donner à une autre association spécialisée ou qui a déjà des moutons par exemple, ça va rendre service à l'animal puisqu'il va se sentir mieux au sein d'un groupe déjà existant. Donc là oui, effectivement, c'est même très recommandé de placer l'animal, même chez un particulier d'ailleurs qui adopterait d'autres moutons à partir du moment où il en a d'autres. Parce que je rappelle aussi qu'il y a des associations, donc à contrario, qui placent des chèvres, des moutons, ce type d'animaux qui ont besoin d'être en groupe, ils les placent un par un. Donc là je suis pas du tout d'accord avec ce type d'adoption, puisque ça va rendre l'animal plus malheureux d'être placé que de rester au sein du refuge où il était avec ses congénères. Voilà, donc là je suis clairement contre l'adoption, ça c'est clair. Donc sauf dans le cas inverse où on prend cet animal dans un lieu où il était tout seul, pour le placer dans un lieu où il va être au sein d'un groupe, là effectivement. Donc dans tous les autres cas où l'animal n'est pas placé dans son intérêt, et seulement dans son intérêt, et ben, je suis contre l'adoption. Voilà. Si c'est pour rendre service à une association pour faire de la place, et ben, je suis contre. Si c'est pour rendre service à un particulier qui a décidé d'adopter parce que voilà, il a envie d'adopter, donc très bien, il a envie d'adopter, mais si c'est uniquement pour assouvir son besoin ou son envie d'adopter, ça rend pas service à l'animal, ça rend service à l'adoptant. Donc je suis contre. Donc du coup, à partir de maintenant, les seules adoptions que je ferai, ce sera des adoptions dans l'intérêt de l'animal uniquement. Et donc, pour que ça soit dans l'intérêt uniquement de l'animal, il faut que les conditions que l'adoptant a proposées soient mieux pour le bonheur, le bien-être de l'animal que celles que je peux lui proposer au sein du sanctuaire en l'occurrence. Donc si c'est pour placer un chat dans une maison au bord d'une route, voilà, c'est pas la peine, puisqu'ici ils sont dans un lieu sécurisé et donc ils n'ont pas de chance de se faire écraser. Si c'est pour le placer chez des gens qui vont leur donner des croquettes de supermarché, et ben ça m'intéresse pas non plus, puisqu'ici on se saigne pour leur offrir une nourriture de qualité, j'ai envie de dire, pas le top du top non plus, mais qui coûte 3 fois plus cher déjà que la nourriture standard, donc voilà, qui est faite à base d'ingrédients qui sont quand même moins nocifs pour leur santé. Donc si c'est pour aller les placer et qu'ils aient une nourriture encore moins bonne que ce qu'on peut leur proposer, aucun intérêt non plus. Voilà, donc il y a plein de cas où l'animal est mieux, voilà, des possibilités d'adoption. Il va falloir quand même aussi bien intégrer le fait qu'il y a une évidence, c'est qu'il y a une impossibilité claire de placer certains animaux. Donc déjà les chats noirs, les chats gris tigrés, ils ont, je sais pas, peut-être 10 fois moins de chances d'être adoptés que les autres. Les chats angora, ils ont un capital sympathie plus grand, donc ils sont plus souvent adoptés. Les chiennes, par exemple, ont plus de chances d'être adoptées que les mâles. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Les gens adoptent plus des femelles que des mâles, donc on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est stupide d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de chiennes plus gentilles que des chiens, ou voilà, c'est certainement un a priori dans l'état d'esprit des gens. Ensuite, les chiens de petite taille vont être plus facilement adoptés, enfin vont rester moins longtemps dans les refuges que les chiens de grosse taille, donc ça s'explique certainement parce qu'il y a des gens qui veulent pouvoir emmener leur chien partout avec eux et que c'est plus facile avec un caniche qu'avec un Saint-Bernard par exemple, ça c'est clair, mais voilà, c'est un fait aussi, il faut l'accepter.
Et ensuite, bon, bah, on parle même pas des animaux handicapés ou malades, puisque bon, là, à part de rares exceptions, bah, ceux-là ont aucune chance d'être adoptés. Donc, à partir de ce constat-là, il y en a quand même beaucoup, des chats noirs, des chats tigrés, des animaux handicapés, etc. Ah oui, j'ai oublié de parler aussi des animaux âgés. Donc, les chatons, on a déjà du mal à les placer. Donc, je vous parle même pas d'un chat adulte. C'est pareil, des chats adultes qui sont placés, ça arrive, c'est vrai. Mais par rapport au nombre qu'il y a à placer, on est sur un pourcentage vraiment infime des animaux qui seraient à placer. Donc, je ne vous parle même pas des chances d'être adopté d'un chat qui serait noir, FELV, handicapé, ou voilà, et qui aurait plus de 2 ans par exemple. Celui-là, c'est même pas la peine de perdre du temps à le diffuser, puisqu'il n'a aucune chance d'être adopté. Ça, on peut être clair, là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai diffusé, comme on me l'avait conseillé, comme d'habitude, voire limite ordonné, de diffuser pour les chats FELV. Donc bizarrement, j'ai reçu aucune proposition d'adoption. Dis donc, comme je suis étonnée, je pensais que les adoptants allaient se battre pour adopter les chats FELV, puisqu'il paraît que je ne veux pas faire adopter. J'ai reçu aucune proposition d'adoption, dis donc. Pourtant, j'avais fait des jolies photos, j'avais fait un descriptif de chaque chat. Ça, je peux même faire des vidéos que j'aurais pas plus d'adoptants, et c'est normal, puisque les gens qui aiment les animaux en ont déjà chez eux, et que donc, par conséquent, un chat FELV ne peut pas aller chez quelqu'un qui a déjà d'autres chats. Et donc, bah, ça, c'est la réalité qu'on peut connaître que quand on est sur le terrain, et donc pas quand on se permet de venir donner des leçons à des associations sans avoir un minimum de connaissances sur ce point. Voilà. Donc une fois qu'on a dit tout ça, il va falloir aussi faire la différence entre deux choses, enfin deux types de refuges. Donc il y a les refuges et les sanctuaires. Donc déjà, les refuges pour moi, c'est des lieux par définition qui sont censés être temporaires pour des animaux. Donc qui sont en détresse, donc voilà, ils viennent dans un refuge pour être extraits du risque de mort ou de maltraitance auquel ils sont exposés. Ça, c'est la définition d'un refuge. Hein. Normalement, c'est un lieu temporaire. Hein. On passe pas sa vie dans un refuge. Donc là, clairement, d'accord, que les refuges fassent adopter, c'est une chose. Donc, un refuge prend une portée de chatons en charge, il va les placer, il les héberge temporairement. Voilà, s'il fait bien les choses et qu'il y a un contrat d'adoption et des conditions d'adoption strictes, pourquoi pas. La définition d'un sanctuaire, c'est pas du tout ça. Un sanctuaire, en fait, pour moi, c'est plus un lieu de vie où les animaux, en fait, qui y vivent sont plutôt des animaux dont personne ne veut, donc les vieux, les âgés, les malades, les chats noirs, les chats tigrés, voilà, ou des espèces qui ont beaucoup plus de difficultés à être placées. Par exemple, on a plus de mal à placer un cheval ou un cochon qu'un chaton, c'est évident, mais il faut quand même le rappeler puisque ça semble pas assez évident pour la majorité des gens. Donc les sanctuaires, c'est plus des maisons de retraite, des lieux de vie où on va pouvoir offrir aux animaux en fait tout ce dont ils ont besoin pour le temps qu'il faudra. Et si c'est pour leur vie entière, et ben ça sera pour leur vie entière. Et je vois pas où est le problème à proposer ça. Et c'est deux choses différentes en fait. Un refuge SPA, c'est pas un sanctuaire. Voilà, donc ça il faut bien l'intégrer aussi. Alors je rappelle aussi que si on prend l'exemple d'un chien qui vit dans un box SPA où il est sorti une fois par semaine, dans ce cas oui, là l'adoption chez un particulier sera plus profitable à l'animal que de rester dans un box non chauffé en plein hiver à la SPA, là on est d'accord. Mais quand on parle d'autres refuges qui fonctionnent différemment ou de sanctuaires, en général les chiens ne sont pas en box déjà. Ils vivent dans une maison, ils ont des couvertures, ils dorment devant un poêle à bois, ils ont une vie de famille au sein même du sanctuaire. En fait, c'est déjà une vie de famille. Alors certes, ils sont plus nombreux, mais c'est déjà une vie de famille. On ne peut pas parler de vie de famille effectivement pour un chien qui est dans un box en béton à la SPA. Là, c'est clair qu'il n'y a pas de vie de famille. Mais par exemple, je pense à la ferme des rescapés que je vous invite vraiment à soutenir, qui est une association qui est dans le Lot, dans le 46, qui héberge environ 1500 animaux et qui est gérée par deux femmes. C'est
les 2 femmes les plus extraordinaires qui m'aient été données de connaître de toute ma vie. Extraordinaires déjà par leur force morale, la façon dont elles travaillent, le nombre d'animaux qu'elles sauvent, leur façon de voir les choses, leur façon d'agir au quotidien et d'essayer de faire un maximum, et leur façon de supporter aussi la critique, puisque même elles arrivent à recevoir des critiques, ce qui est quand même le comble, puisqu'elles reçoivent en plus de critiques de gens qui ne font pas le dixième du tiers de ce qu'elles font, et c'est d'ailleurs inimaginable. Donc je vous invite vraiment à les soutenir, et vous pouvez les soutenir sur Teaming aussi à hauteur de 1 € par mois, et leur envoyer vos dons, voilà, essayez de les soutenir un maximum, de partager leur post parce qu'elles le méritent vraiment, et c'est une asso 100% confiance. J'y suis allée moi-même quand j'habitais en Dordogne, et je me porte garante pour cette association vraiment qui fait un travail formidable. Et donc elles accueillent environ 50 chiens, et les chiens ont 2 promenades par jour sur les 30 hectares que compte le sanctuaire de la ferme des rescapés. Et donc ils ont 2 promenades par jour, et oui, certes, ils sont 50, mais ils sont dans une meute, et ça a permis à des chiens qui étaient peureux de devenir beaucoup plus sociables, de se sentir plus en sécurité au sein d'un groupe, et ça, au contraire, ça a permis à des chiens qui étaient un petit peu dominants de perdre un petit peu ce caractère dominant qui faisait qu'ils étaient implaçables. Et donc si on prend cet exemple, est-ce que vous pensez vraiment qu'un chien qui vivait à la ferme des rescapés, qui a été sauvé de conditions atroces, parce que c'est la majorité des cas des animaux qu'elle récupère, sera mieux chez un particulier qui va travailler, je sais pas, 8 heures par jour, et qui va donc être en appartement par exemple? Bah non, moi je pense vraiment qu'il est mieux à la ferme des rescapés, même pour toute sa vie. Voilà, donc il y a des cas où l'adoption, et ils sont nombreux d'ailleurs, même si on ne veut pas le reconnaître, où les animaux sont mieux au sein d'un sanctuaire que dans une famille. Il y a d'autres cas, c'est exactement l'inverse, mais il faut bien séparer ces 2 cas de figure-là et toujours penser à l'intérêt de l'animal, et ça c'est trop souvent oublié. Et alors il y a un autre point qui est primordial pourtant et qui est jamais évoqué, c'est le lien que tissent les animaux entre eux. Donc oui, les animaux tissent des liens entre eux, et il y a des chats qui vivent ici au sanctuaire qui sont là depuis 10 ans et qui ont tissé des liens. Donc même si je trouve une famille qui est parfaite pour lui, où les adoptants sont parfaitement équilibrés, où il va avoir une bonne nourriture, où il va être dans un lieu sécurisé, et ben, il va être séparé du lieu où il vit depuis 10 ans, c'est-à-dire de son territoire, et pour un chat c'est dramatique d'être séparé de son territoire, et il va être séparé aussi de ses copains de galère, voilà, avec lesquels parfois il a vécu avant d'arriver au sanctuaire, dans la galère dans laquelle où il était, et où il a vécu ici pendant des années au sanctuaire. Et donc je vais le séparer parce qu'il y a un adoptant qui a choisi d'adopter celui-là parce qu'il lui plaisait. Bah non, désolé, je ne vais pas briser des amitiés entre les animaux. C'est encore plus criant chez les chèvres qui forment des groupes par exemple. Les moutons moins parce qu'ils sont souvent dans un seul groupe, mais les chèvres forment des petits groupes. Elles ont vraiment un lien avec telle ou telle chèvre, et les séparer parce que tel adoptant voulait celle-là et pas une autre, et ben non, je suis pas d'accord. Voilà, on pourra me le reprocher, mais c'est pas grave. Moi, je connais les animaux que j'héberge ici, et il est hors de question que j'aille briser leurs amitiés. C'est la seule chose qui leur reste parfois de toute leur vie de souffrance qu'ils ont vécu, c'est d'avoir des liens, et c'est vraiment cruel quand on les voit avoir ces liens, justement, de les briser simplement pour faire de la place ou pour voilà, ce genre de conneries là, et j'ose le dire, c'est une belle connerie parce qu'on fait pas de la place, je le répète, on essaye de rendre des animaux heureux, donc on n'est pas là pour faire de la place, voilà. Ensuite, il y a un autre point qui est jamais évoqué aussi, c'est que si les associations aurait un devoir de placer, puisque je rappelle qu'il est ni moral ni légal, si on avait un devoir de placer les animaux, alors dans ce cas, pourquoi les particuliers qui ont 10 chats chez eux, par exemple, ne font pas aussi adopter, eux, les animaux qu'ils ont en famille d'accueil, qui ont été stérilisés, par exemple, identifiés et testés par une association, et qui ne font pas adopter parce qu'ils se sont attachés à ces animaux-là. Pourquoi ils ne les font pas adopter alors, eux aussi, puisqu'ils doivent pouvoir trouver des adoptants, puisque nous, on est censé pouvoir les trouver. Donc pourquoi les particuliers le font pas dans ce cas? Pour pouvoir prendre d'autres animaux dans des associations, puisque
apparemment, il y a des associations, c'est tellement la catastrophe qu'il faudrait absolument placer les animaux. Donc pourquoi ils ne le font pas? Et dans ce cas-là, l'association pourra elle-même sauver des animaux d'une fourrière, etc. Bon, il y a beaucoup plus simple en fait, hein, c'est qu'on aille directement sauver les animaux des fourrières et qu'on foute la paix au sanctuaire où les animaux vivent en paix, je le rappelle. Donc pour les chats de fourrière ensuite, il faut quand même rappeler qu'ils sont hébergés dans des cages de 80 cm², donc d'où ils sortent pas déjà au moins pendant 8 jours. Et alors au bout des 8 jours en général ils sont euthanasiés dans la plupart des fourrières puisqu'ils n'ont pas trouvé d'adoptant, enfin de structure pour les prendre en charge. Et sinon il y a des fourrières quand même un petit peu plus regardantes, mais elles sont vraiment très peu nombreuses, qui les gardent 2 mois, 3 mois, le temps de trouver une association pour les prendre en charge. Ça existe, mais pendant ces 3, 4, 5 mois-là, parfois 6 mois, ils vont rester dans cette cage de 80 cm². Donc là, il faut vraiment faire la différence entre ces conditions d'accueil-là et les conditions d'accueil d'un sanctuaire, par exemple. Ici, ils ont accès à une chatterie sécurisée, donc avec du grillage enterré, avec un retour vers l'intérieur, une clôture électrique pour pas qu'ils puissent s'échapper. Donc une chatterie qui fait 600 m², où ils ont accès en permanence. Ils ont accès donc à la chatterie extérieure et à la chatterie intérieure qui, elle, fait 60 m², qui est nettoyée tous les jours, aspirée, désinfectée, nettoyée. Ils ont des paniers avec des couvertures polaires, ils ont du chauffage, ils ont des croquettes à volonté, etc. Donc on ne peut quand même pas comparer ça à une fourrière dans une cage de 80 m² ou dans un refuge. Voilà, dans la majorité des SPA, les chiens, par exemple, sont dans des box froids en béton. Donc on ne peut pas comparer ces deux structures-là. Donc dans 90% des refuges, ça va être comme ça. Il y a des refuges, heureusement, qui sont beaucoup plus accueillants pour les animaux. Mais on ne peut pas comparer ça au sanctuaire où on essaie de leur donner le maximum et reprocher donc aux bénévoles, puisque je rappelle qu'on est bénévole, contrairement à la SPA, de reprocher ces conditions-là et de ne pas faire adopter alors qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour leur offrir des conditions de vie vraiment maximales, surtout par rapport à ce qu'ils ont vécu avant. Et donc je conseille donc à tous ceux qui critiquent en fait tout ça, qui nous reprochent de ne pas faire adopter, d'aller voir dans les refuges SPA en fait où les employés donc sont salariés, où donc les animaux sont seuls la nuit. Donc ça on n'en parle jamais non plus, mais on ne parle pas du risque de feu, de cambriolage qui arrive pourtant malheureusement souvent, et qui vivent dans des box froids, humides, etc. Allez leur faire la leçon à eux. Mais ne venez pas le faire au sanctuaire, enfin dans les sanctuaires où il y a quand même du monde 24 heures sur 24 qui est là pour s'occuper d'eux, où ils ont une vie de famille, etc. Si vraiment vous avez envie de passer votre temps à critiquer, faites-le, mais faites-le auprès des refuges où il y a des animaux qui vivent dans ces conditions-là, et parfois toute une vie, puisque je rappelle qu'il y a des animaux qui... j'ai vu encore récemment un chien qui avait 18 ans, qui était encore à l'adoption, et il avait 18 ans de boxe. Je ne sais pas si vous imaginez, donc 18 ans de boxe, et là on dit rien à ces refuges-là alors, parce que si ça existe, c'est qu'il n'y a pas assez d'adoptants, sinon ce chien-là il serait placé depuis longtemps. Donc si on veut changer tout ça, il faut donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, pouvoir déjà obtenir la stérilisation obligatoire et la gelée des élevages, et puis ensuite il faudrait qu'il y ait des conditions d'adoption qui soient vraiment revues et unifiées sur tout le territoire, de façon à ce que les associations travaillent de la même manière, parce que là c'est vraiment n'importe quoi, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi, les animaux sont placés par n'importe qui, n'importe comment, enfin voilà, dans une grande majorité de cas. Heureusement, il y a des associations qui font un super travail, mais elles deviennent de plus en plus rares parce que pour faire ce super travail-là, il faut avoir du temps. Et on ne peut pas à la fois prendre tous les cas qu'on nous signale qui sont de plus en plus nombreux et continuer à faire des conditions d'adoption qui soient irréprochables, si tant est d'ailleurs que ça puisse être possible de faire de l'irréprochable. Et ça, j'en suis vraiment pas sûre. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un site qui soit dédié à l'adoption des animaux, où l'adoptant puisse s'inscrire déjà, qu'on ait ses coordonnées, qui s'inscrivent avant toute chose, avant même de choisir un animal, puisqu'on n'est pas là pour choisir un animal, qui s'inscrivent, qui donnent tous les documents qui lui sont demandés, qui voient les conditions d'adoption, qui les acceptent, et ensuite, déjà, une fois cette barrière franchie, on pourra éventuellement lui proposer un animal à adopter.
mais sans que ce soit lui forcément qu'il choisisse. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs, et c'est, j'ai envie de dire, l'adoptant idéal qui premièrement nous disent moi j'ai une place à adopter, donc je veux en faire profiter un animal, quel qu'il soit, ils viennent pas là en choisissant un animal. Et secondo, il y a des gens qui viennent dans un refuge et qui vont dans une chatterie par exemple et qui attendent qu'il y ait un animal qui vienne vers lui. Et ça c'est les meilleurs adoptants parce qu'ils le font vraiment pour le bien de l'animal et non pas par choix pour choisir un chat noir et blanc ou un chat angora ou voilà. Donc ça c'est les conditions une des conditions qui devraient être mises en place pour que les adoptions puissent se faire dans des bonnes conditions. Ensuite qu'il y ait des stages et l'obtention d'un certificat de capacité à détenir un animal. Ça il y a beaucoup d'associations qui en parlent mais c'est toujours pas mis en place. La réponse à un questionnaire par un adoptant, donc ça c'est mis en place par pas mal d'associations mais il faudrait que ça soit avant même qu'on lui présente un animal. Donc toujours un contrat d'association évidemment avec des conditions sévères qui soient régies par la loi, la fourniture de ce fameux extrait de casier judiciaire pour éviter à toute personne condamnée à une interdiction de détenir des animaux de pouvoir en adopter un, ça va de soi. La fourniture donc toujours d'un justificatif de domicile, d'une pièce d'identité, le chèque de caution quand l'animal n'a pas été stérilisé parce qu'il est trop jeune par exemple, voilà, donc un chèque de caution qui soit au moins 5 fois égal au montant de la stérilisation pour être assez dissuasif, pour ne pas prendre le risque. Et puis évidemment les prévisites et les post-visites. Mais tout ça n'est absolument pas encadré par la loi et donc il faut que ça soit encadré pour que ça soit plus sérieux. Et ça fait aussi partie justement des points que j'aimerais soulever dans le moratoire dont je parle dans une autre vidéo, donc le projet de moratoire pour le vivant. Voilà, et donc ce site qui serait dédié au placement des animaux pourrait permettre déjà aux associations d'avoir un support, puisque là ils sont placés n'importe comment sur Facebook, Le Bon Coin, voilà, qui pourrait servir aussi aux animaux perdus, aux animaux donc à l'adoption, aux animaux au cas de maltraitance, etc. Ça c'est un site global qui permettrait aussi de créer des emplois, et j'en parlerai dans le moratoire. C'est là où il faut qu'on demande des aides conséquentes à l'État, puisqu'on fait le travail de la DDPP et qui est payé pour le faire, je le rappelle, et qui ne fait pas son travail, qui par contre emmerde joyeusement les associations qui, elles, le font et essaient de le faire bien. Et donc tout ce qui est mise en place de stages pour avoir la capacité à détenir un animal, ça permettrait justement aussi de créer des emplois, et puis surtout ça permettrait que toutes les adoptions soient unifiées sur le territoire, soient sérieuses, qu'il y ait des conditions claires, qu'on ne puisse pas les remettre en cause, voilà. Et c'est que à partir de ce moment-là, et toujours dans l'intérêt de l'animal, que je serais d'accord me concernant pour continuer à placer des animaux. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire placer des animaux, puisque il faut sauver le sanctuaire, donc ça c'est ma priorité évidemment. Et cette période assez catastrophique en fait où après m'avoir collé des animaux en fait pendant 3 ans et m'avoir trouvé très agréable pendant 3 ans tant que je prenais des animaux et que l'association sortait le chéquier pour payer un petit peu tout et n'importe quoi d'ailleurs. Après cette période-là, j'ai compris que dorénavant, je vais choisir moi-même les cas où je peux intervenir, et c'est surtout ça la question, c'est pas de vouloir, c'est de pouvoir intervenir, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas prendre tous les cas qui nous sont signalés, ça c'est clair, et je prendrai donc uniquement soit des animaux qui ont aucune chance d'être adoptés, comme ça je ne serai pas responsable d'adoption merdique si elles ont lieu, et puis ça sera dans un cadre bien particulier, et ça sera plus à la demande de gens qui se prétendent bénévoles mais qui en fait passent plus de temps à vous trouver des cas de maltraitance animale, comme si d'ailleurs j'avais besoin d'eux pour les trouver, puisqu'il y en a au bout de la rue, qu'à vous aider concrètement, et notamment quand le sanctuaire est en situation difficile, où là il n'y a plus grand monde. Donc du coup, ça m'a permis au moins de comprendre ça. Et à ce titre-là, je pense que c'est une bonne chose, puisque je vais arrêter d'être la conne chez qui on fourre les animaux pour pouvoir continuer à avoir son petit confort, et qu'on critique ensuite, qu'on a quand même le toupet de venir critiquer ensuite en disant que je fais des collections d'animaux, que je les mets en prison, etc. Mais si c'est le cas, surtout vous gênez pas, montez un sanctuaire, et puis on verra comment vous ferez quand et puis surtout quand
quand vous aurez fait tout ça, vous serez peut-être en mesure d'avoir compris l'essentiel et on en reparlera à ce moment-là. Mais donc j'invite donc ces personnes, parce que malheureusement il y en a plusieurs, à donc faire ces sanctuaires, faire les adoptions, etc. au lieu de les coller aux autres pour ensuite venir les critiquer. Et puisqu'on doit être quand même en mesure quand on critique de pouvoir faire mieux, donc à défaut de faire déjà mieux, essayer de faire au moins la même chose et on en reparle ensuite. Et c'est le sujet que je voulais soulever par cette vidéo, donc par rapport aux adoptions. Voilà, j'espère avoir été claire et ça me permettra avec cette vidéo, au lieu de perdre un temps infini à chaque fois, de diffuser juste le lien de cette vidéo et je gagnerai un précieux temps que je peux passer auprès des animaux, ce qui est nettement plus agréable que de le passer auprès d'humains qui trouvent toujours de toute façon quelque chose à redire et qui passent leur temps à critiquer plutôt que de faire. Voilà, donc je mettrai le lien de cette vidéo à chaque fois que j'en aurai besoin. J'espère que ça aura pu faire comprendre à certaines personnes que ce que sont un petit peu les adoptions, qu'il y a beaucoup de choses à changer et que c'est pas une évidence et que surtout il y a 100 000 animaux qui sont euthanasiés encore dans les refuges et qu'il faut qu'on donc au lieu de critiquer et de passer notre temps à savoir qui fait mieux, qui en place le plus, etc., qu'on se batte pour obtenir la stérilisation et la gelée des élevages au moins déjà sur ce point et qu'ensuite il sera toujours temps de venir critiquer les autres, etc., mais pas pour le moment, quoi. Voilà, donc bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.